Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de Motion VFX, leader des effets visuels sur Final Cut Pro 10 et Motion. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce quatrième épisode de Yak Series consacré à Final Cut Pro 10.4, nous allons parler de HDR. Alors maintenant avec cette nouvelle version, on va pouvoir avoir un flux de production HDR, donc HDR c'est pour High Dynamic Range. Donc on va voir dans cet épisode, en fait c'est la première partie, je vais le faire en deux parties. Une partie théorique qui va vous donner quelques informations sur des termes utilisés, sur des normes au niveau de la télévision HDR et mieux comprendre un petit peu ce qu'est le HDR. Et puis ensuite une deuxième partie, donc l'épisode 5, qui va être consacré aux fonctionnalités HDR, au flux de production HDR au sein de Final Cut Pro 10. Pour démarrer cette partie théorique, je vais faire juste une petite introduction sur ce qu'apporte en fait le 4K HDR. Donc on a tout d'abord un gain de pixels avec bien sûr la résolution 4K. Donc le 4K, il y a deux sortes de 4K, le 4K DCI et le 4K UHD. Le 4K DCI, donc c'est ce qu'on trouve au cinéma avec une résolution de 4096 par 2160 pixels. Donc ça fait un ratio de 17 neuvième, alors que le 4K UHD que l'on va avoir sur notre téléviseur va avoir une résolution de 3840 par 2160 avec un ratio de 16 neuvième. Donc pourquoi cette différence de un peu moins de 200 pixels? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de quadrupler en fait une dalle HD que de rajouter en fait un nouveau ratio et donc perdre une compatibilité avec les anciens écrans 16 neuvième. Avec l'arrivée en fait du 4K HDR, on va aussi avoir un gain de couleur. Alors ce gain de couleur, je vous ai représenté en fait ici. Ces trois graphiques en fait représentent trois espaces colorimétriques différents. Globalement, vous avez le demi-ovale ici qui représente les couleurs que l'œil humain est capable de voir. Et puis vous avez un triangle dans chacun de ces demi-ovales. Ces triangles en fait ce sont les espaces colorimétriques dans lesquels on va travailler et dans lequel on va pouvoir visualiser sur un écran les couleurs. C'est-à-dire que par exemple, si on commence à gauche, on a ce premier triangle et ça s'appelle le Rec 709 en fait. C'est donc l'espace colorimétrique Rec 709. C'était ce qu'on utilisait en SD et en HD et ça permet en fait donc de travailler sur un signal en 8 bits avec 256 valeurs de rouge, de vert et de bleu. Donc on a travaillé sur ce signal pendant plusieurs années, voire décennies, avec ce type d'information. C'est-à-dire que les écrans qu'on utilisait, les téléviseurs, n'étaient pas capables d'afficher plus de couleurs. Après, avec les derniers écrans, dernièrement, voire depuis une petite dizaine d'années, on est capable de couvrir un autre espace colorimétrique qui est le DCI P3. Donc ça va être la base, on va voir, pour le HDR. Mais en tous les cas, ça permet, vous voyez, au niveau du triangle, d'avoir un triangle beaucoup plus grand, beaucoup plus haut au niveau de la couleur verte et des cyans, et donc d'englober beaucoup plus en fait de couleurs et de valeurs de couleurs, ce qui permet ici d'avoir donc un signal en 10 bits avec 1024 valeurs de couleurs rouge, vert et bleu. Et donc le dernier espace colorimétrique ici, dont vous allez entendre parler avec le HDR, c'est le Rec 2020 qui va être utilisé, qui va être rentré dans la norme du Dolby Vision, du HDR Dolby Vision. Et là, c'est un signal en fait qui va être 12 bits avec 4096 valeurs de couleurs. Donc vous voyez qu'on grimpe et que le triangle s'agrandit encore un peu plus, qui tire sur les coins en fait pour avoir le plus de bleu et le plus de rouge et puis qui monte beaucoup plus haut au niveau des verts. Donc ce qui est important ici de voir, c'est que ces triangles en fait représentent les couleurs qu'on va pouvoir afficher sur un écran. Et qu'à l'heure actuelle, il y a très peu d'écrans Rec 2020. Je crois qu'il n'y a même pas un écran encore, je crois qu'il y a quelques prototypes. Il y a quelques salles de cinéma Dolby Vision, je crois, qui couvrent une partie du spectre du Rec 2020. Mais globalement, aujourd'hui, on va avoir des écrans qui vont plus couvrir à 90% en fait le DCI P3, ce qu'on appelle souvent le Wide Gamut. Et pour le Rec 2020, va falloir en fait des moniteurs de très haute gamme, voire des prototypes, parce que je crois qu'il n'y a que Dolby Vision qui propose en fait des écrans qui couvrent une partie du spectre Rec 2020. En tous les cas, ça va être le futur. En fait, on va s'orienter vers cet espace colorimétrique et on va travailler en fait dans cet espace colorimétrique pour l'étalonnage, par exemple. Au-delà de la résolution et des couleurs, on a aussi, grâce au 4K HDR, un gain de luminosité. Et en fait, il était temps, car la luminosité en fait était définie depuis nos premiers téléviseurs à tube cathodique. Et en fait, la luminosité, la valeur de luminosité des écrans était limitée
à la valeur que pouvait produire au niveau de la lumière un tube cathodique. Et cette valeur, c'était 100 candela par mètre carré. Alors, je vais revenir ici sur le candela par mètre carré. Candela, ça veut dire chandelle. Et donc, du coup, le candela par mètre carré, c'est une unité de mesure qui mesure l'intensité lumineuse d'une source à une distance donnée. Donc, par exemple, un candela par mètre carré, c'est la lumière, l'intensité lumineuse, en fait, d'une bougie à 1 mètre carré autour d'elle. Et donc, on voit qu'un candela par mètre carré est égal à 1 nit. Nit, c'est une autre mesure, en fait, une autre nomenclature pour définir candela par mètre carré. Et donc, on va souvent voir sur les spécifications d'un téléviseur que le téléviseur émet 500 nits, par exemple, ou 400 nits, ou 1000 nits. Globalement, ça va être donc l'intensité lumineuse que le téléviseur, que chaque pixel va pouvoir fournir au niveau de votre écran. Donc, plus on va pouvoir afficher de nits, plus l'intensité lumineuse sera grande au niveau de votre téléviseur. Donc, la limitation des 100 nits va définir ce qu'on appelle les écrans SDR, le Standard Dynamic Range. Donc, c'était tous les écrans avant le HDR. On va avoir soit le SDR, soit le HDR. Donc, le SDR va être limité à 100 nits au niveau de la luminosité des écrans. Un petit graphique ici, alors désolé pour la qualité, je n'ai pas pu trouver mieux. C'est pour vous représenter des références par rapport aux valeurs de nits et le monde extérieur. Donc, par exemple, on voit que une lune dans un ciel étoilé, c'est 10 nits. La luminosité en fait d'une lumière à l'intérieur d'une maison, c'est 100 nits. Un feu de camp, c'est 3000 nits. Et puis si on va jusqu'au soleil, c'est 1,6 milliard de nits au niveau de l'intensité lumineuse. Donc on est encore loin en fait à ce qu'un écran puisse nous brûler la rétine. Parce que vous allez voir en fait jusqu'où on va aller au niveau des écrans. Et par exemple, l'intensité lumineuse d'une étoile dans un ciel étoilé, voilà, c'est 0,004 nits au niveau des tons sombres. Donc grâce au HDR, on va avoir un gain de luminosité et c'est très important parce que selon des études, l'œil est beaucoup plus sensible à la différence de luminosité qu'au gain de pixels sur une même diagonale d'écran. Donc par exemple, on va avoir une image qui va être beaucoup plus naturelle, avec des profondeurs de champ beaucoup plus naturelles, et donc ça va apporter un grand plus. Donc on va se dire c'est génial. La problématique, c'est que le HDR, si vous avez un logo HDR, au niveau des normes, si vous pensiez qu'avec la HD 720p et 1080p, c'était compliqué, vous allez voir qu'avec le HDR, c'est encore beaucoup plus compliqué. Car on va avoir beaucoup de normes, beaucoup de termes techniques. Et je vais essayer ici de vous simplifier un petit peu la tâche et vous donner quelques clés pour comprendre le signal HDR et les normes HDR. Donc on va commencer avec ce qu'est donc le HDR, le High Dynamic Range. Donc globalement, c'est la possibilité d'afficher une plus grande plage lumineuse, donc avoir un écran qui est capable d'afficher plus de luminosité avec des hautes valeurs et des basses valeurs, donc avoir une image qui soit beaucoup plus contrastée, qui ne va pas saturer en fait sur des lumières à partir d'une certaine valeur. On va avoir vraiment un spectre de luminosité beaucoup plus grand. Donc c'est ça qui va être intéressant avec les nouvelles dalles HDR. Et puis le HDR, on va voir, et ce qui est très important, c'est que ça intègre en fait des métadonnées soit statiques, soit dynamiques, et qui vont permettre d'aider le téléviseur à afficher les bonnes valeurs de couleur, de haute lumière et de basse lumière. Donc ce sont les deux points importants, plage dynamique et métadonnées, même si on va voir que les métadonnées dans certains cas ne sont pas présents. Donc on va démarrer avec la première norme, la base, qui est le HDR10, et qui est la norme en fait qui a été définie par l'Ultra HD Alliance, c'est-à-dire que pour avoir le logo être un téléviseur premium HDR, il faut avoir cette norme, c'est le minimum requis pour avoir un logo HDR, et sachant que tous les téléviseurs HDR doivent être compatibles avec cette norme. Donc le HDR10 ici, c'est une norme qui est libre de droit, il n'y a pas de licence à payer, donc n'importe quel constructeur peut avoir les critères HDR 10 et ne pas payer de droit et avoir le logo HDR directement sur son téléviseur. Le pic de luminosité doit être au moins de 1000 nits. Donc vous voyez qu'on est 10 fois plus lumineux qu'un écran SDR, donc ce qui était avant avec la HD et avec la SD. Et au niveau des noirs, on a un minimum de 0,03 nits. Donc ça permet ici d'avoir une certaine valeur de tons sombres qui vont être présents ici. Donc vous avez cette valeur entre 0,03 et 1000 nits. Donc si vous achetez un écran HDR qui est HDR10, vous savez qu'au niveau des critères, vous avez ces deux paramètres qui sont pris en compte. L'autre point important,
c'est que ça doit couvrir 90% de l'espace colorimétrique, donc le DCI-P3. Donc au niveau des couleurs, ça doit afficher 90% de cet espace colorimétrique. Vous voyez qu'on ne dit pas 100%, parce que très peu d'écrans couvrent à 100% le DCI-P3. Et puis on doit avoir des entrées compatibles avec le Rec 2020, donc ça c'est pour garder une homogénéité sur le signal. L'encodage des couleurs, donc c'est en 10 bits, donc ça c'est lié vraiment avec l'espace colorimétrique DCI-P3, 1024 valeurs de rouge, de vert et de bleu. Et le sous-échantillonnage en fait de la chrominance, c'est en 420. Et le dernier point, ça intègre des métadonnées statiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous allez mettre un Blu-ray Ultra HD HDR dans votre lecteur, lorsque vous lancez le film, il va y avoir des métadonnées qui vont indiquer à votre écran, à votre téléviseur, quelles vont être les valeurs maximum de haute lumière et de basse lumière en fait pour le film. Et donc ça va permettre d'indiquer au téléviseur jusqu'où il va aller au niveau des hautes valeurs et des basses valeurs. Parce que par exemple, c'est pas obligatoirement d'aller à 1000 nits, il peut être un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus en fonction de votre écran. Mais globalement, donner des informations sur la luminosité de votre film dessus. Et c'est statique, c'est-à-dire que vous avez des métadonnées qui ne vont pas bouger pendant le film, ce qui n'est pas obligatoirement le cas. On va voir ça avec une autre norme après. Donc voilà un petit peu tous les critères disponibles pour un écran HDR. Donc ça, c'est vraiment la base. Et les autres normes, en fait, doivent partir de là et aller au-dessus pour être compatibles avec la norme HDR10. Donc c'est vraiment ici la norme qui est commune à tous les téléviseurs HDR. En plus du HDR10, il existe une autre norme qui est assez commune maintenant, c'est le HDR Dolby Vision. Donc développé par Dolby suite à de nombreuses études autour du comportement de l'œil face à différentes luminosités. Ils ont établi certains critères chez Dolby pour définir ce qu'est leur HDR à eux. Et on va voir que c'est une norme qui va s'intéresser, qui est placée pour le futur en fonction des écrans et des technologies à venir. Donc première chose, le pic de luminosité qui doit être entre 4000 nits jusqu'à 10 000 nits. Aucun écran actuellement est capable d'afficher 10 000 nits. Donc c'est vraiment une norme qui va prévoir l'avenir, les futures technologies. Mais globalement, ils sont développés cette norme en donnant de l'espace pour le futur. Au niveau des noirs, donc, on est à 0,0001 nits, donc beaucoup plus bas que le HDR10. La grosse différence va se faire sur l'espace colorimétrique. Donc on va ici, on va avoir un encodage en 12 bits avec un espace colorimétrique Rec 2020. Donc comme je vous l'ai dit, très peu d'écrans sont compatibles encore Rec 2020. Mais globalement, on va travailler et encoder le master en 12 bits. Donc c'est ça qui va être le plus important, c'est le traitement du signal qui se fera en 12 bits, même si pour le moment, aucun écran n'est capable d'afficher du Rec 2020, sauf dans quelques cinémas. Les métadonnées, eux, sont dynamiques. Alors la différence donc avec le HDR10, et c'est l'autre grosse différence, c'est le fait que au moment de la masterisation, donc une fois juste avant de rendre en fait votre film, vous allez le passer en fait dans ce qu'on appelle un logiciel de mastering qui va analyser tous les plans et tous les changements de luminance. Et tous les changements de luminance vont être pris en compte et vont rentrer dans des métadonnées. C'est-à-dire que contrairement au HDR10 où on a en fait une seule métadonnée, on va dire pour les hautes lumières, pour les basses lumières, là on va avoir des changements de métadonnées et qui vont indiquer à l'écran de s'adapter au niveau de la luminosité. Si vous avez une image plus ou moins contrastée, avoir des changements en fait sur les hautes valeurs et sur les basses valeurs. Et là, ça va être dynamique. Donc ça va demander justement une certification importante pour dire que voilà, votre téléviseur et Dolby Vision, ça doit tenir compte de ces métadonnées dynamiques au-delà de l'encodage et des hautes valeurs affichées à l'écran. Donc là, les métadonnées dynamiques, c'est vraiment une différence par rapport au HDR10, à tel point qu'il y a un consortium qui s'est créé, une alliance, avec Samsung, Panasonic et la 20th Century Fox, qui développe le HDR10+. Donc c'est basé sur du HDR10, mais au lieu d'avoir des métadonnées statiques, on a des métadonnées dynamiques aussi avec le HDR10+. Donc c'était pour contrer justement le HDR de Dolby Vision dessus. Donc c'est pour ça que vous pouvez trouver du HDR10+. La différence, donc ça va être des métadonnées dynamiques qui ont été ajoutées. Donc au niveau du Dolby Vision, juste pour vous montrer un petit exemple au sein d'une image,
Vous voyez qu'on peut aller sur une image avec des variations de luminosité entre 145 nits jusqu'à 14 700 nits. Voilà, c'est juste un petit exemple. Et voir le spectre en fait de la luminosité par rapport à d'autres écrans. Voilà un petit peu les comparatifs. Donc on va rester chez Dolby avec un autre terme que vous allez rencontrer. C'est le PQ, PQ en français, le Perceptual Quantizer. Donc Dolby, lors de ses études pour créer justement cette norme HDR Dolby Vision, a fait de nombreuses études et a développé en fait une courbe de transfert non linéaire de l'information de la luminance en fait au niveau de la conversion justement de la luminance dans le signal. Et au lieu d'utiliser une courbe gamma habituelle, ils ont encodé la luminosité avec une courbe qui tient compte en fait de la vision humaine et non pas une courbe mathématique ou autre. Et donc cette courbe, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment pratiquement, il y a l'organisme ITU qui a demandé d'arrêter d'utiliser des courbes conventionnelles gamma, et ils ont adopté donc cette courbe PQ comme un standard, le SMTPE ST 2084, pour le signal HDR. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que Dolby a découvert que au niveau de l'œil, du confort de l'œil, ils ont fait différents tests de 0 nits à 20 000 nits et ils ont vu que l'œil est bien entre 0 et 10 000 nits. Et après, il y a très peu de gains. Au contraire, il peut y avoir de la gêne au-delà de 10 000 nits. Et donc, ils ont développé une courbe, vous voyez, comme celle-ci, dans laquelle ils ont pris le signal entre 0 et 100. Et ça, vous voyez, quand on arrive à 100, en fait, c'est donc le SDR, en fait, qui atteint le diffuse white, donc c'est le blanc diffus. Et au-delà de cette valeur, en fait, ça va être toutes les hautes lumières, donc tout ce qui va être spéculaire, tout ce qui va être justement la luminosité des flammes et autres. Donc vraiment, les très hautes lumières vont être au-dessus. Donc globalement, le signal, vous voyez, est à la moitié. Donc on a un signal SDR et au-delà, on va avoir donc le signal HDR. Et donc ça permet par exemple ici, grâce à ce Perceptual Quantizer, de définir des normes ici par rapport à des écrans. Donc vous voyez que par exemple si vous avez un écran SDR, vous allez voir à peu près 50% du signal. Si vous avez un écran HDR10, donc HDR de base, ou un moniteur professionnel Sony BVM X300, bah vous allez atteindre à peu près 1000 nits. Et donc du coup, vous allez voir 75% du signal. Et si on monte jusqu'à 4000 nits, par exemple, vous avez le Dolby Pulsar Display. Là, par contre, vous allez atteindre 90%. Sachant que, comme je vous l'ai dit auparavant, 10 000 nits, pour l'instant, il n'y a pas de moniteur capable d'afficher 10 000 nits pour le moment. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment, cette courbe est liée à la perception visuelle et non pas à une courbe mathématique, voilà, qui tient pas compte de l'œil. Donc, vous allez trouver, en fait, ce terme PQ, souvent, par exemple, vous allez voir dans Final Pro 10, vous allez voir du Rec 2020 PQ ou du Rec 2020 HLG. Donc, ça, je vais vous en parler un petit peu après. Ça va être la différence entre deux technologies différentes. Alors, justement, le HDR HLG, une troisième norme, vous allez me dire, mais combien y a-t-il de normes? Alors, il y en a beaucoup plus. Il y a de HDR, par exemple, de Technicolor, et puis je pense qu'il y a d'autres HDR qui vont arriver sur le marché. Mais en tous les cas, le HDR HLG, hybride log gamma, lui, va être très utile dans un certain domaine, car les deux normes dont je vous ai parlé auparavant, le HDR10, donc qui est la base pour tous les écrans HDR, et le HDR Dolby Vision, sont très bien pour tout ce qui va être streaming, tout ce qui va être film sur un Blu-ray ou pour du jeu vidéo en fait. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est que comme il y a des métadonnées à gérer, vous avez besoin d'un support, d'un contenu en fait dans lequel vous allez pouvoir intégrer ces métadonnées de façon stable, donc que ce soit avec du streaming, parce que dans le streaming vous avez votre film qui va être stocké temporairement sur un disque ou dans de la mémoire, et puis après il va être traité. Ou bien ici, avec le Blu-ray, donc les métadonnées sont envoyées en même temps que le signal. Donc ça va utiliser par exemple du HDMI de 0A. Donc ça permet en fait de transférer toutes les informations, que ce soit le signal vidéo et audio, mais bien sûr toutes les métadonnées. Or, pour la diffusion broadcast, la problématique de ces métadonnées, c'est très lourd à gérer, une très grande bande passante, et surtout, cela peut avoir des soucis. Si vous avez des micro-coupures, il peut y avoir un décalage, en fait, une désynchronisation. Donc c'est pour ça en fait qu'on va avoir du HDR HLG
qui va être utilisé pour la diffusion télévisuelle, donc broadcast, et pour les directs. Et ça va passer donc par du HDMI 2.0B, donc j'en reparlerai un petit peu après. Donc le HDR HLG, lui, c'est un signal HDR qui va être parfait pour la diffusion en direct. Alors, cette technologie, ça permet donc de combiner au sein d'un même flux vidéo des images HDR et SDR. Et donc, ça va être la grande force en fait de ce signal. Donc, ce qui se passe, c'est quand vous allez avoir un téléviseur HDR HLG, vous allez pouvoir convertir des informations qui sont dans le signal électrique des images et qui va permettre de modifier le signal en fonction que ce soit un écran HDR ou SDR. Globalement, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un écran SDR, les hautes lumières vont rester conventionnelles. En fait, on va garder une courbe de gamma conventionnelle, alors que si vous avez un écran HDR HLG, on va avoir l'information qui va être décodée et la courbe va passer d'une courbe conventionnelle de gamma à une courbe logarithmique. Donc, qui va, vous voyez, c'est la courbe bleue qui va donc s'étirer et donc vous allez pouvoir visualiser beaucoup plus d'informations dans les hautes lumières. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de téléviseurs et beaucoup de constructeurs ont annoncé que leur téléviseur HDR peut être compatible HDR HLG via une mise à jour en fait du firmware de la télévision. Donc ça c'est assez pratique parce que vous avez peut-être un téléviseur HDR et via une mise à jour de votre téléviseur, vous allez pouvoir être compatible avec la technologie HDR HLG et donc vous allez pouvoir recevoir en fait vos chaînes de télévision en broadcast avec un signal HDR tout simplement. Donc cette norme en fait, elle a été établie par deux énormes broadcasters que sont la BBC et la NHK. Donc l'intérêt c'est de simplifier en fait la diffusion en direct de contenu HDR, donc en flux continu. Et ça possède pas en fait de métadonnées. Donc vous voyez, c'est vraiment basé sur une courbe de gamma en fait, et c'est pour ça que ça s'appelle hybrid load gamma. Donc en fonction de votre écran, cette courbe va s'adapter. Et donc c'est vraiment différent justement du perceptual quantizer qu'on a vu avec les deux autres normes directement. Donc c'est pour ça que vous aurez par exemple un Reg 2020 HLG par exemple. Donc l'encodage des couleurs se fait en 10 bits. C'est compatible donc avec les écrans HDR et SDR. Donc ça, c'est vraiment la force dessus. C'est-à-dire que quand vous êtes une chaîne de télé, vous pouvez pas dire, bah voilà, je vais diffuser en HDR, mais tous ceux qui ont un écran SDR ne pourront pas, ce sera pas visible. Là, au moins, ils gardent en fait un seul canal, un seul flux, et c'est compatible avec les deux téléviseurs. Donc cette norme est compatible avec la dernière norme de HDMI, donc HDMI 2.0B. Soit via une mise à jour, soit avec de nouveaux appareils. Mais globalement, si vous avez des box, en fait, que vous n'êtes pas via la TNT et que vous utilisez des box télé, vous pouvez avoir le signal HDR si vous avez du HDMI 2.0B. Donc ça supporte les conteneurs HEVC. Donc HEVC, c'est le H265. Donc le HEVC est beaucoup poussé, par exemple, par Apple. Alors que le VP9, c'est plus poussé par Google sur YouTube, par exemple. Et puis, il y a un conteneur, c'est le H264, donc que tout le monde connaît. Donc voilà pour cet épisode un petit peu théorique. C'est la première fois que je fais un épisode comme ça de Yak Series. Mais avant de rentrer dans Final Cut Pro 10 et de voir vraiment toutes les fonctions HDR, je voulais vraiment faire un point sur les différentes technologies et les différentes normes pour que ce soit clair après au niveau du flux de production. Et puis maintenant, dans le prochain épisode, je vous donne rendez-vous dans Final Cut Pro 10 pour voir justement comment s'adapte en fait. Vous allez voir que c'est assez transparent, mais comment on utilise en fait des éléments HDR dans Final Cut Pro 10 pour pouvoir derrière envoyer votre film pour la masterisation HDR. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, l'épisode 5 de Final Cut Pro 10.4, et je vous donne rendez-vous sur donc yakakak.fr. N'hésitez pas à aller voir toutes nos vidéos précédentes sur Final Cut Pro 10.4 sur notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook et sur Twitter. Ciao, ciao, bye bye.